Sans plus attendre, le préfet de région, Michel Cadot, vient d'arriver parmi nous. Je voulais saluer, puisque nous sommes en Haute-Seine également, le préfet Pierre Soubelet, qui contrôle finalement cette grande arche. Il y vient régulièrement. Je crois en tous les cas que ce sommet a été riche, sommet par la hauteur des débats, par l'engagement de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient élus, responsables associatifs, maires. Je crois qu'il n'y a pas de doute sur l'envie de chacune et chacun de faire un grand pari ambitieux, innovant, inclusif pour tous. Le sondage qui a été publié la semaine dernière par le journal La Tribune a démontré qu'il y a quand même encore beaucoup de travail à expliquer aux Franciliens quel est le contenu de ce grand pari. Alors, monsieur le préfet de région, je ne sais pas si vous pourrez, dans les minutes qui suivent, nous apporter tout le contenu de tout ce que l'on peut espérer attendre pour ce grand pari, mais nous vous remercions vivement de conclure cette journée de ce premier sommet, qui a été le fruit de plusieurs forums économiques du Grand Paris que nous avons initiés il y a 2 ans, et qui est certainement un point d'étape. Pour la petite histoire, monsieur le préfet de région, puisqu'on est contre nous ce soir, ce sommet devait avoir lieu après les annonces du président de la République. Et donc à l'Élysée, on m'avait dit en août dernier, il faut faire le sommet en octobre. Puis après, on m'a dit il faut le faire en décembre, parce que le président de la République... Bon, vous aurez remarqué, ce n'est pas par ne pas être discipliné, mais on s'est dit qu'à un moment donné, ce sommet, il fallait le faire, et que peut-être le sommet ferait venir les annonces du président de la République. En attendant, bienvenue pour ce premier sommet du Grand Paris. Merci, Michel Cadot. Je pense, cher Jean-Christophe Tortora, que le président de la République attendait les conclusions de votre colloque pour être sûr de ce qu'il avait à dire. Et certainement, je ne vais pas moi-même vous apporter aujourd'hui les annonces qu'il fera en son temps. Ce que je voudrais vous dire très simplement, d'abord vous remercier de m'accueillir et de m'avoir proposé de venir pour la conclusion de vos travaux. Je le fais à la fois parce qu'avec beaucoup de satisfaction et de bonheur, ça me fait grand plaisir de retrouver ici beaucoup de visages amis. Je salue évidemment Roland Castro, je salue le préfet Soubelet qui contrôle cela, mais qui contrôle aussi l'arrivée des préfets de région dans son département comme il se doit. Et je suis heureux de vous retrouver tous, un peu frustré aussi parce que je comprends que vous avez passé toute la journée et que nous sommes en fin de session, et j'aurais aimé participer un peu plus activement, très sincèrement, à vos travaux. Mais en tout cas, merci. Je comprends, d'après les remontées qu'on m'en a données régulièrement tout au long de la journée, sur les différents moments un peu forts, qu'il y a une grande qualité dans les travaux et dans les discussions, beaucoup de passion aussi. Ça ne me surprend pas. Je dois dire que ce sujet du Grand Paris, vous avez raison de le rappeler, passionne. Je dirais même bien au-delà qu'il concentre tous les enjeux de notre transformation de société que la France est en train de vivre, entre un modèle régulé, ouvert sur le monde, et un modèle plus traditionnel qui cherche des protections organisées, mais qui elles-mêmes sont en train d'être bousculées, que ce soit dans les territoires ou dans leur mode de régulation par la mondialisation. Et donc je pense que c'est précisément au travers du Grand Paris, compte tenu de la concentration de ces territoires, que se concentrent ces difficultés et que nous les vivons ici avec beaucoup plus d'intensité que le reste de notre pays. C'est ce qui explique aussi que les décisions ne sont pas si faciles à prendre, ce qui peut expliquer le temps souhaité pour pouvoir aboutir, et ce qui explique aussi que les décisions doivent être prises en y associant toutes les sensibilités, et pas seulement les aspects institutionnels ou les aspects économiques et d'attractivité, ou pas seulement les questions d'innovation, mais bien la culture, l'environnement, la beauté, l'agrément des paysages. Et c'est cela qui fait que ce dossier est aussi
fondamentale et en même temps aussi appréciée par les Franciliens et par les habitants de notre pays. Alors moi, ce que je vais être court pour ne pas être fastidieux à cette heure-ci, je voudrais vous dire que j'ai conscience qu'il y a eu un très grand nombre de diagnostics, d'analyses qui ont été effectués depuis une quinzaine d'années sur ces sujets du Grand Paris, qu'il n'est pas question de les développer, qu'il y a beaucoup d'enjeux sur lesquels il y a des propositions techniques à faire et que je ne les aborderai pas, et qu'enfin il y a des décisions institutionnelles qui seront prises et que je ne vais pas les développer non plus de manière détaillée. Vous allez vous dire, mais de quoi va-t-il parler? Je voudrais vous dire trois choses très simplement sur ce sujet pour essayer d'aller de manière simple dans cette métropolisation complexe. Mon premier sujet, c'est de dire que je crois que nous sommes tous en région Île-de-France aujourd'hui convaincus, pas seulement les chefs d'entreprise, pas seulement les élus, mais toute la population a aujourd'hui conscience que le Grand Paris, c'est beaucoup plus qu'une ambition, je reprends le titre évidemment de votre séminaire, que c'est une réalité, que c'est devenu une réalité partagée, c'est le monde dans lequel nous sommes. Finalement, c'est une réalité incontournable. C'est d'abord une réalité mondiale. Le phénomène de métropolisation touche tout le monde, comme il y a eu un exode rural à d'autres époques. C'est une donnée dans une économie mondialisée, digitalisée, que celle de concentrer sur de très grandes métropoles de 10 millions d'habitants, des mégapoles, comme on n'en voyait pas il y a quelques décennies, tout ce qui est d'innovation, de culture, de rassemblement, de rencontres. C'est une réalité mondiale et bien entendu, Paris n'y échappe pas. Paris a toujours été, la ville de Paris a toujours été une capitale mondiale. Elle avait une ouverture mondiale, culturelle, économique, administrative. La centralisation de ce point de vue a accentué cela, mais Paris était une capitale, une des seules capitales identifiées comme une ville-monde, d'ores et déjà il y a quelques décennies, avant même qu'on ne parle de métropolisation et de ville-monde. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Paris. Ce n'est pas Paris dans son boulevard périphérique qui est l'enjeu. L'enjeu de cette métropolisation, de cette grande métropole mondiale, c'est le Paris en grand, c'est le Grand Paris, et c'est une aire qui est définie sur un territoire composite, qui est évidemment d'abord une aire urbaine concentrée, dense, qui dépasse même les limites des 4 départements de la Petite Couronne et de la métropole du Grand Paris administrative qui a été créée en 2016. Qui inclut les grandes infrastructures qui conditionnent son devenir, les aéroports, le cluster de Saclay, les villes nouvelles, l'espace de la vallée de la Seine jusqu'à Mantes, qui est un vaste corridor industriel, et puis également toute une série de lieux, Versailles, Disney, qui aujourd'hui correspondent à des lieux majeurs emblématiques de ce Grand Paris. C'est une métropole qui s'est développée de manière accélérée sur les dernières décennies. Ça se ralentit. Il y avait 6,5 millions d'habitants dans ce qui est aujourd'hui le territoire de l'Île-de-France, qui n'était pas du tout composé des 8 départements actuels, vous le savez. En 1946, il y en a près de 13 aujourd'hui. C'est une économie qui est beaucoup plus dynamique qu'ailleurs, qui rassemble seulement 19% de la population française, mais 23% des emplois, plus de 30% du PIB, plus de 40% de la recherche, 42% des brevets. C'est une véritable moteur de développement au niveau national. Évidemment, c'est une métropole qui est complètement ancrée aujourd'hui dans la mondialisation, dans les échanges internationaux. On entend parler anglais, allemand, espagnol dans nos rues, comme on ne l'a jamais fait. Les JO attestent de cette ouverture et de cette reconnaissance internationale. Le Brexit, c'est Paris qui sera la plateforme d'accueil. Nous aurons dès 2019 2500 postes qui vont être créés sur Paris et la Défense pour accueillir le Brexit. On pourrait évoquer toutes sortes de faits qui aujourd'hui conduisent à ce que tout le monde reconnaît finalement que le Grand Paris est une réalité et que nous sommes entrés désormais avec ce vaste territoire dans le petit club des très grandes villes mondiales qui attirent et capitalisent les ressources et les capacités et qui les distribuent autour d'elles. Et enfin, je voudrais terminer sur ce premier constat, c'est que, bien entendu, cette métropole, contrairement à ce qui a pu se passer dans sa croissance antérieure, ne se fait pas au détriment de la province. Elle se fait au contraire en la nourrissant,
en l'innervant, en l'irriguant. Paris et les Airs français, c'est terminé depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, on est dans un système qui alimente des métropoles moyennes ou grandes. Lyon, Marseille, si M. Collomb m'entendait, il considérait que ce sont évidemment de très grandes métropoles qui s'alimentent aussi de la richesse que Paris produit et qui font aujourd'hui que ce phénomène est reconnu, que les Français, les Franciliens en tirent fierté et optimisme parce que nous avons réussi tout de même tout simplement ce positionnement métropolitain. Pour autant, c'est peut-être le deuxième point que je voudrais évoquer, puis je m'en tiendrai à 3. Le deuxième sujet, c'est que de mon point de vue, ce phénomène de métropolisation, même s'il se renforce, même s'il est mieux perçu, identifié par l'opinion, par la population, même s'il s'accélère certainement, il me semble qu'il suscite, dans certaines de ses conséquences, dans son appréhension, des inquiétudes croissantes et finalement des attentes de plus en plus fortes à l'égard de ce phénomène de métropolisation et donc à l'égard du Grand Paris. Il y a, de mon point de vue, une appréciation ambivalente qui est en train de se construire autour du Grand Paris, ce qui n'était pas forcément le cas il y a une quinzaine d'années, et avec, dans mon analyse, 2 domaines majeurs qui concentrent cette double réalité, celle d'un développement, d'une réussite, mais en même temps d'attente et d'inquiétude suscitées plus ou moins clairement. C'est les enjeux liés aux conditions de vie quotidiennes et qui, notamment pour les classes moyennes et populaires, se dégradent. Et c'est évidemment les enjeux liés à la gouvernance du Grand Paris qui nécessitent certainement que le citoyen se l'approprie davantage. Sur ces 2 points, juste quelques éléments pour illustrer cela et ce que ça appelle ensuite comme réponse, que j'évoquerai brièvement dans ma 3e orientation. Cette confirmation de la place du Grand Paris parmi les grandes métropoles mondiales, vous le savez, s'est accompagnée tout de même de très lourds effets secondaires pour la population, notamment la population des classes moyennes et populaires, qui ont été durement touchées par la multiplication du coût des loyers, du foncier, qui ont été du coup éloignés de leur quartier de vie traditionnel. Il y a quand même un développement de l'embolisation du transport routier, de l'encombrement du transport collectif, des conditions difficiles, la pollution qui demeure un problème sérieux, la pauvreté dans certains territoires qui est concentrée, près de 30% de la population de Seine-Saint-Denis vit sous le seuil de pauvreté, donc ce n'était pas le cas il y a 30 ans ou 40 ans, et puis bien entendu les difficultés d'intégration qui se concentrent là aussi dans certains territoires et qui sont des sources de préoccupation importantes à côté de cette véritable réussite et de cet enthousiasme collectif que génère la métropolisation. Et tout cela crée, il faut quand même le dire, des fractures territoriales qui ont plutôt tendance à se conforter, à se confirmer, et qu'il faut, dans un projet du Grand Paris, évidemment, surmonter pour permettre de faire face à ces difficultés potentielles. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a eu aussi des améliorations sur les aspects pour accompagner administrativement ou politiquement la métropolisation du Grand Paris. Il y a eu des initiatives voulues par l'État. La création de Paris Métropole avec Bertrand Delanoë en est une exception. Elle est venue de Paris, qui a créé il y a une dizaine d'années une coopération entre les territoires qui a été vraiment quelque chose de très porteur, que le Forum métropolitain aujourd'hui relaie et alimente. Mais c'était la première fois finalement qu'il y avait cette organisation à l'échelle plus large que Paris, avec l'ensemble des territoires, pour avoir une instance de dialogue et de réflexion. Il y a eu le lancement, évidemment, du grand projet de transport automatique du Grand Paris Express. Nous sommes là-dessus, par Nicolas Sarkozy, qui vise à transformer la métropole, qui est bien autre chose qu'un projet de transport, qui est un projet en boucle d'aménagement de ce territoire, de façon à permettre de nouvelles possibilités de logement, de nouvelles zones économiques, de nouveaux modes de vie, et finalement une transformation en profondeur du Grand Paris. C'est une réussite dans un calendrier qui, certes, est un tout petit peu recalé actuellement, mais qui a été maintenu dans sa cohérence globale et dans ses financements pourtant plus importants que ce qui était initialement programmé, parce que c'est un enjeu essentiel qui incarne, qui porte aujourd'hui la dimension du Grand Paris aux yeux du grand public. Et puis, le troisième point, bien entendu, c'est la création de la métropole du Grand Paris,
C'est une initiative politique, une volonté qui a été transformée entre la première loi qu'il a créée, la loi MAPTAM, puis la loi NOTRe, qui a créé des EPT. Aujourd'hui, tout cela a été fait. On est dans un chemin de progression de la structuration des institutions métropolitaines, mais avec une gouvernance politique qui est récente, qui est peu lisible pour le citoyen et qui, finalement, sans élection directe, ne donne pas suffisamment de capacité aux citoyens pour s'approprier les décisions par les élus qu'il choisit dans des domaines de responsabilité clairement établis. En dehors de la commune, finalement, et du niveau régional qui est lointain, on est dans un système qui est imparfait, qui est au milieu du gué en termes d'organisation administrative. Pour répondre à cela, et c'est le dernier point peut-être, comment peut-on transformer l'essai, puisque vous posiez cette question? Je pense qu'il faut pour cela un projet simple, un projet qui soit lisible et un projet qui soit centré sur le citoyen. Je pense que c'est d'abord ça l'enjeu, et ça veut dire pour cela apporter des réponses concrètes aux habitants dans leur quotidien, dans leur vécu quotidien. Comment se déplacer, comment se loger, dans quelles conditions peut-on le faire mieux, comment trouver un emploi et travailler, comment s'instruire, comment se cultiver. Très brièvement, vous avez, dans votre sondage, souligné que la première préoccupation des Franciliens en termes de qualité de vie et qu'ils imputent dans une certaine mesure au mode d'organisation de cette métropole, c'est la mobilité, c'est le transport. C'est ça qui aujourd'hui concentre les premières réactions et c'est pour ça qu'il y a autant d'attentes et autant de tensions, il faut bien dire, sur un simple recalage finalement, mais qui est important, du Grand Paris Express. De ce point de vue, moi je veux simplement dire, parce que si je ne le dis pas, je ne suis pas certain que d'autres l'aient exprimé avant moi, les efforts engagés par les pouvoirs publics et finalement par les Franciliens au travers des taxes qu'ils payent, puisque c'est l'essentiel des financements, sont des financements franciliens. Or, le contrat de plan État-région, le contrat de plan État-région, c'est 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros par an, et qui ont été engagés entre 2015 et 2017, et pour le reste, ce sont des financements qui sont des financements financés par les taxes. Donc, nous sommes engagés dans un effort qui n'a jamais été atteint d'investissement public dans les réseaux de transport collectif, 33 milliards d'euros sur les 5 ans dans les infrastructures de transport pour les 5 années qui viennent, de 2015-2020. Nous étions à la moitié dans les 5 dernières années, les 5 années précédentes, 15 milliards, et entre 2005 et 2010, à 7,5 milliards. Donc on a quadruplé l'effort sur les investissements, on a rattrapé le retard, aussi bien dans les transports du quotidien que dans de nouvelles infrastructures. C'est essentiel. Pour demain, pour le Grand Paris, pour répondre à ces attentes en termes de qualité de vie et de mobilité, il y a cette infrastructure qui est en train d'être posée, comme elle l'a été au XIXe siècle dans Paris, et il y a aussi d'autres efforts à faire pour des mobilités innovantes, des voies de bus sur les autoroutes, un réseau à développer les pistes cyclables, mutualiser toutes sortes de mise en cohérence de moyens de transport qui correspondent aux attentes actuelles et qui aujourd'hui ne trouvent pas toujours des satisfactions et des réponses à la bonne échelle. Le transport, la mobilité. Deuxièmement, c'est évidemment l'emploi. Aujourd'hui, la caractéristique de ce territoire, c'est, vous le savez, 700 000 demandeurs d'emploi. C'est au moins 100 000 personnes qui sont des NEET, c'est-à-dire des personnes qui ne sont ni dans l'emploi, ni dans la formation, ni dans l'école, et qui sont pour l'essentiel dans des quartiers de relégation, et pour lesquels il y a une exigence absolue de mettre en place des parcours vers la qualification et vers l'emploi. Il y a des offres d'emploi importantes que le bâtiment et les travaux publics ou d'autres secteurs offrent en ce moment, et nous avons une grosse difficulté dans notre système actuel à faciliter par le transport, mais aussi par la formation, par la motivation, par l'attractivité des emplois proposés, cette orientation vers l'emploi. C'est un défi majeur, c'est une des conditions essentielles pour que cette métropole soit appropriée par les citoyens et qu'elle devienne un projet définitivement et durablement populaire. Et puis, il faut aussi aller plus loin. On engage toutes sortes de plans que je ne vais pas vous développer pour ne pas être trop long. Et il faut sans doute se doter d'outils qui ont été un peu oubliés ces derniers temps sur de nouveaux schémas d'emploi. Je pense par exemple sur la logistique. Il y a une transformation extrêmement rapide du schéma d'approvisionnement logistique de notre métropole. Ça suppose de nouvelles conditions de transport, de livraison, des livraisons du dernier kilomètre. Tout ça doit être organisé et c'est un des défis évidemment du Grand Paris.
Si on ne se contentait de ces deux sujets et seulement du troisième, qui est celui du logement, on ne serait pas complet. Le sujet du logement, vous le savez, résume toutes ces contradictions. On a pourtant fortement augmenté la production de logements depuis 10 ans, elle a doublé. On a augmenté également très fortement la production de logements sociaux, elle a également doublé en une décennie, mais tout cela ne répond pas au problème parce qu'on a une concentration de demande qui est très forte, et donc il faut aller beaucoup plus loin et en faire une priorité. Mais si on se contentait de ces trois thèmes, et j'arrive à ma conclusion, nous n'aurions pas une métropolisation réussie et nous n'aurions pas un Grand Paris qui fonctionnerait dans les meilleures conditions. Il faut lui donner des dimensions qui soient plus proches des habitants. Je pense évidemment à l'environnement, où là on a tout de même une situation de la qualité de l'air et de nos modes de vie qui appellent des décisions fortes. Je prends un seul exemple, la qualité de l'air. Le nombre de jours où elle est médiocre ou très mauvaise en Île-de-France a augmenté, était 17 jours en 2002, il est de 48 jours en 2017. Il faut donc remettre de la verdure, il faut remettre d'autres espaces, il faut des mobilités de proximité, il faut rapprocher le logement de l'activité. C'est des choix fondamentaux qui doivent être pensés à la bonne échelle et mis en œuvre dans une échelle de proximité. Il faut donner plus de place au sport, et les Jeux olympiques 2024 constituent évidemment une opportunité extraordinaire que je crois le gouvernement a parfaitement saisie avec les élus dans ce domaine et le monde sportif. Et puis il faut, au-delà du sport, au-delà de l'environnement, il faut miser sur la culture, qui est un enjeu majeur, et j'apprécie que vous ayez terminé votre colloque en donnant la parole finalement aux responsables de la culture, de l'architecture, de la beauté. Et il faut donner plus de place, révéler les paysages du Grand Paris, sortir de la beauté reconnue que l'on a, de cette magie qui se déploie lorsque l'on longe les berges entre le Louvre et l'île de la Cité, aux confins de notre territoire, dans la région, en mettant en valeur les logiques de paysage, en redonnant finalement ces lettres de noblesse à ce qui est un vaste territoire qu'il faut que les Franciliens se réapproprient. C'est l'enjeu, c'est un des enjeux en tout cas, de la mission que le président de la République vient de confier à Roland Castro, essayer d'introduire ces lieux dans la fabrique de la ville, en faire des enjeux pour un projet de construction urbaine, pour un projet métropolitain. Et je pense que ce travail qui est en cours donnera lieu très vite à, je pense, une adhésion citoyenne avec l'enthousiasme et le talent que chacun reconnaît à Roland Castro dans ces domaines. Voilà, une fois tout cela fait, est-ce que nous aurons réglé le problème? Pas vraiment. Se posera à ce moment-là la question de l'organisation institutionnelle. Il faut faire en même temps le projet et puis l'organisation institutionnelle qui permet de le réussir. C'est là où je ne vous répondrai pas, Monsieur Tortola. Je voudrais simplement vous dire très sincèrement, et là encore avec la franchise et la sincérité d'un préfet qui n'est finalement qu'un fonctionnaire au service d'un projet politique qu'il ne détermine pas, mais qu'il analyse et sur lequel il donne des renseignements et des analyses juridiques ou de droit, et puis sa propre vision d'un territoire et de sa cohérence en liaison avec les élus, c'est que tout le travail qui a été fait depuis un an avec les élus, avec les responsables économiques, avec les responsables professionnels, l'ensemble des professionnels de l'aménagement ou du logement, entre autres, confirme que nous sommes à un moment où il faut qu'il y ait des décisions dans ce domaine. C'est autrement un système qui ne trouvera pas son plein développement. Si on veut relever le défi de la métropolisation dans la gouvernance administrative extrêmement complexe que nous connaissons en Île-de-France, avec plus de 5 niveaux, vous le savez, au moins 5 en tout cas niveaux de responsabilité, il faut qu'on prenne ce dossier à bras-le-corps et que des décisions soient prises. Je pense que c'est aujourd'hui l'enjeu. Il me semble que le président de la République vous a entendu, Monsieur Tortora, et qu'à l'automne, vraisemblablement, il en tirera les conséquences. En tout cas, je le souhaite parce que nous croyons tous à la métropolisation. Nous avons besoin d'un Grand Paris aimable, d'un Grand Paris soutenable dans la longue durée, qui continue à être attractif. Et nous avons besoin évidemment d'un Grand Paris qui soit aussi un Grand Paris d'une plus grande égalité entre ses territoires et ses habitants, et bien entendu un Grand Paris de la culture, du sport et de la fraternité. Merci. Merci, Monsieur le Préfet.
Évidemment, j'aurais voulu vous poser la question, quand précisément cet automne? Est-ce que plutôt 21 septembre ou 21 décembre? Parce que l'automne s'étalant sur 3 mois. Le préfet ne change pas les dates des saisons, ça je vous le garantis. Mais je n'ai pas reçu de message plus précis quant à vous avez lu vous-même le courrier, je suppose, d'une lettre de mission qui précise un tout petit peu cette période. La réalité nous oblige à dire que les échéances sont aujourd'hui connues, 2020, 2021, 2022. Elles imposent un certain nombre finalement de jalons dans toute prise de décision. Voilà, on en est là, on y arrive. Le travail a été préparé, il y a une attente. Vous l'avez exprimé dans votre colloque aujourd'hui avec beaucoup de diversité. Personne n'est complètement d'accord. Il y a un projet, je pense qu'il faut le mettre un peu plus en valeur, il faut montrer ce qu'il peut apporter en changement pour les Franciliens, et puis ensuite il faut avancer de manière raisonnable et dans un esprit de dialogue. Merci Monsieur le Préfet, je vous invite à boire un verre désormais.